Bonjour tout le monde. À notre deuxième capsule de la série ABC du démarrage en transformation alimentaire. Cette capsule-ci va être dédiée à l'étiquetage pour mieux vous outiller à présenter vos produits aux consommateurs tout en respectant la réglementation en vigueur. J'ai ma collègue Sophie Desforges, coordinatrice de rappel alimentaire à la direction de l'inspection. Puis moi, je m'appelle Caroline O'Grady. Je suis conseillère en transformation alimentaire pour la direction régionale de la Montérégie-Ouest. Donc, bonjour Sophie. Bonjour, Merci. Caroline. Merci d'être ici aujourd'hui avec moi. Alors, on va parler de l'étiquetage. Juste avant, voilà, je voulais partager avec tout le monde quels produits doivent porter une étiquette. Donc, la réponse est quasiment tous les aliments doivent porter une étiquette. Alors, Sophie, est-ce que tu veux nous parler un peu de la réglementation puis de qu'est-ce exactement doit s'y retrouver sur les étiquettes de ces aliments préemballés? Oui, dans le fond, les acétates suivantes vont nous présenter vraiment ce qu'on doit retrouver là, sur les produits. Mais en général, une étiquette de produit doit être bilingue, sauf le nom et l'adresse de l'établissement, que ça, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Euh, les informations doivent être facilement lisibles et doivent être disposées là, ils doivent être disposés pour être facilement se retrouver facilement quand le consommateur veut avoir l'information. Donc, est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire à ce niveau-là? Est-ce que l'entreprise peut utiliser genre toutes les surfaces d'un emballage? Ben, un bon exemple, c'est vraiment le dessous de l'étiquette, là, comme là, ici de mon verre. Dans le fond, c'est qu'on ne peut pas utiliser le dessous dans un genre d'emballage comme ça ici, parce que les informations qui se retrouvent en dessous ne sont pas facilement lisibles. Fait qu'il y a vraiment dans la loi des précisions qui disent que telle mention légale doit être inscrite à tel endroit. Fait que juste faire attention à ça. Ensuite, ben, au niveau de la hauteur minimum des caractères, ben, il faut que ça soit d'un minimum de 1,6 mm mesuré sur le haut minuscule. Fait qu'on ne peut pas utiliser des petits caractères pour sauver de l'espace, là. Ça ne Oui. fonctionne pas. Oh, excellent. Alors, continuons. OK. Là, on a mis un peu les informations générales, là. Premièrement, ben, le nom usuel du produit, ben, ça, c'est sûr qu'il faut le retrouver. Faire attention au nom qu'on choisit, parce qu'il y a plusieurs termes qui sont normalisés. Ben, exemple, du jambon, ça doit être fait avec de la fesse de porc. Fait que tu ne peux pas faire du jambon avec un épaule de la viande de lapin, mettons. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas l'appeler jambon. Il faut trouver un autre nom. Au niveau, après ça, il faut retrouver la quantité nette du produit, dépendant si c'est un produit liquide, solide. Il y a vraiment des spécifications à respecter. Ah, petite question à ce niveau-là. Est-ce que la quantité nette inclut le poids du pot ou le produit à l'intérieur? Seulement le produit à l'intérieur. Le consommateur n'a pas à payer ou n'a pas à payer pour l'emballage et ne peut pas, on ne tient pas compte de l'emballage. OK, merci. Au niveau du nom et de l'adresse de la société, dans le fond, ça prend une adresse postale. Tu sais, il faut qu'on soit capable d'envoyer une lettre à l'exploitant puis que la lettre se rende chez l'exploitant. Fait qu'un courriel, ce n'est pas suffisant. OK. Puis, ça doit vraiment inclure le code postal aussi? Oui. OK. Par la suite aussi, on doit retrouver sur l'étiquette la liste d'ingrédients et la déclaration des allergènes. C'est important au niveau des ingrédients de les nommer de l'ingrédient le plus important dans la recette jusqu'à l'ingrédient. On finit par l'ingrédient qui se retrouve en plus petite quantité. Là. Souvent, c'est des épices. Là. Puis, c'est important aussi de déclarer les allergènes parce que ça, vous le savez qu'il y a beaucoup de problèmes de santé reliés aux allergènes, fait que c'est important qu'ils soient déclarés. Fait que même, mettons, plus tard, on va voir un exemple là, à ce niveau-là.
Par la suite aussi, il faut déclarer l'état du produit. Si le produit ne se conserve pas à température de la pièce. Exemple, si le produit doit être réfrigéré, si le produit doit être congelé, si le produit, c'est un produit décongelé, là, on pense souvent au poisson, ben, tu ne peux pas le recongeler dans ce temps-là quand c'est un produit décongelé, mais légalement, ça doit être indiqué sur l'étiquette. Aussi, on doit retrouver le tableau de la valeur nutritive. Il y a le petit tableau là, avec toutes les informations nutritionnelles. Là. Il y a certains produits qui ne sont pas obligés de mettre le tableau nutritionnel. La loi est claire à ce niveau-là, là, fait qu'il y a des exceptions. Puis, Sophie, quelles seraient les exemptions? On va parler d'un cas, là, les courgettes Lafrenette, qui va faire la vente à la ferme puis la vente dans un marché public là, dans quelques minutes. Mais voilà, quelles sont les exemptions qui seraient les plus utilisées? Bien, la plus utilisée, c'est vraiment comme le cas de nos courgettes, c'est que c'est vendu à la ferme ou à l'établissement de fabrication, puis en extension, le kiosque de vente. Fait qu'à ce niveau, s'il reste à ces 2 points de vente-là, il n'y a pas besoin du tableau nutritionnel. Mais dès qu'il dépasse ça, bien, le tableau nutritionnel devient obligatoire. Parce que j'ai eu des cas où une entreprise a décidé de non seulement vendre à la ferme, mais vendre son produit à son voisin qui le revend. Est-ce que le tableau nutritionnel devient obligatoire à ce moment-là? Oui, effectivement, parce que OK. là, on sort du circuit vente à la ferme et par extension, vente à son kiosque. OK. Merci, Sophie. Donc, Par la suite, continuons. par la suite, il y a la date limite de conservation et la date d'emballage. Au niveau de la date de limite de conservation, il faut qu'il soit déclaré, il faut déclarer une date de meilleur avant. Si le produit a une durée de vie inférieure à 90 jours. Mais par expérience, je vous suggère de le mettre même si votre produit a une durée de vie plus grande que 90, parce que le consommateur de plus en plus a un désir d'être plus informé. Mais la loi nous prescrit que la durée de vie doit être inscrite si on a une durée de vie de 90 jours ou moins. Il y a aussi un numéro de lot qui est obligatoire pour tous les produits. Le numéro de lot peut être utilisé dans plusieurs situations, dont la traçabilité au niveau des rappels alimentaires, ce que je souhaite à aucune entreprise. Mais c'est vraiment utile parce qu'une entreprise qui a ce numéro-là, si jamais on ne souhaite pas, il y a un rappel, il peut juste rappeler le batch concerné et non pas effectuer un grand rappel. Fait que c'est vraiment conseillé d'avoir instauré cette traçabilité-là. Oui, puis aussitôt de l'instaurer le plus rapidement possible parce que plus l'entreprise va grossir, plus que ça va être difficile d'implanter la traçabilité. Donc, dès qu'on est petit, de tout de suite être capable d'identifier, en bon français, ces batchs de produits. Mhm. Par la suite aussi, les conditions d'entreposage. Si le produit doit être entreposé à des conditions autres que la température de la pièce, ça doit être marqué sur l'étiquette. Le garder réfrigéré, là, qu'on voit souvent, là, exemple, une semi-conserve qui n'a pas été stérilisée selon les normes commerciales. Doit avoir la mention garder réfrigéré. C'est une mention qui est super importante. Vous allez voir, plusieurs rappels sont reliés à ce genre d'étiquetage-là. Donc, des conditions d'entreposage qui sont mal indiquées, comme du saumon fumé gardé congelé. En plus, il y a plusieurs exigences qui sont relatives à certains secteurs de production. Je parlais du saumon fumé, mais il y en a d'autres pour les viandes, mais on va se limiter, là, mais allez voir les normes, les exigences qui s'appliquent à votre secteur de transformation. Fait que, puis Oh, aussi, les allégations, ça c'est oh, une bonne, Sophie. On a quasiment oublié les allégations. oui, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs allégations qui existent. On en a quelques-unes, là, le biologique, le vrai, le naturel.
toutes ces allégations-là sont prescrites par la loi, sont définies par la loi. Fait que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle allégation pour dire n'importe quoi. C'est important d'aller voir ce que la loi exige si vous utilisez le terme sans sodium. Mais dans quelle situation vous pouvez utiliser le terme sans sodium? C'est en fonction de telle valeur, quantité de sodium retrouvée dans votre produit. Il y a vraiment des exigences spécifiques là, pour pour toutes les allégations, dans le fond, qui sont permises par la loi. Donc, valider cette réglementation-là avant de mettre toute allégation sur un produit, l'emballage d'un produit. Oui, ouais. Effectivement. Et très important. L'article 4 de la loi P29, la loi sur les aliments, c'est la loi qui est la loi provinciale. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que ce que tu mets dans le produit, il faut que tu l'écrives sur l'étiquette, puis ce que tu écris sur l'étiquette, ça doit être dans ton contenant. On ne peut pas induire le consommateur en erreur. Si on inscrit quelque chose qui n'est pas vrai, on peut se faire poursuivre. Puis là, il y a plein de conséquences qui découlent d'induire le consommateur en erreur. Mais il y a un grand texte de loi là, qui est spécifique à cette action-là. Fait que c'est important de définir, d'être sûr de ce qu'on met sur notre étiquette. Là. Donc, l'important sur cette diapositive-là, c'est vraiment ce qui est en rouge, ne pas induire le consommateur en erreur. Effectivement, puis les inspecteurs sont vraiment au fait de cet article-là, puis c'est un article qui est très, très utilisé. Là. OK. Alors, Sophie, revenons à notre cas, les courgettes Lafrenette. On se rappelle, l'adresse de l'entreprise, c'est le 1234 Renduma à Ormstown. Cette entreprise-là souhaite vendre leurs courgettes transformées directement aux consommateurs à la ferme et ils vont vendre directement eux-mêmes au marché public. Tout le monde va adorer cette recette. C'est tellement bon, c'est la recette de grand-maman. Parlons de la recette. Je le remets ici, on ne va pas tout le repasser. Dans la méthode de préparation, je ramène ce qui est en rouge. Les courgettes marinées sont traitées à la chaleur, à l'eau bouillante pour 15 minutes. Puis, l'entreprise a pris la peine de valider, de tester leur pH qui est stable à 4. Puis ça, c'est une pratique qui est peut-être pas souvent utilisé par les entreprises, mais qui est super important. Sophie, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? Oui, au niveau du pH, c'est le pH qui nous dit si les bactéries peuvent se développer ou non dans votre produit. Puis en fonction du niveau de risque de développement des bactéries, c'est là qu'on choisit, qu'on doit choisir quelle méthode de conserve qu'on doit utiliser. Comme là, le pH qui fait la limite entre un produit qui doit être stérilisé ou seulement pasteurisé, c'est 4,6. Un produit en bas de 4,6, ben, les bactéries ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à se développer. Donc, le niveau de risque est moins important. Donc, le traitement thermique pour éliminer les bactéries va être plus faible. Donc, une pasteurisation. Donc, c'est de mettre nos petits pots de peau maçon dans l'eau bouillante. Là, la stérilisation qu'on fait, là, que tout le monde fait, ben ça s'appelle en vrai une pasteurisation. Puis, le produit peut être conservé à la température de la pièce parce que le pH est en bas de 4,6. Si le pH est en haut de 4,6 ou qu'on ne connaît pas notre pH, ben, on a des décisions à prendre. Si on veut pasteuriser, donc stériliser nos petits pots maçons à l'eau bouillante, on doit conserver le produit à 4 degrés Celsius et mettre la mention « Garder réfrigéré » sur l'étiquette. Par contre, si on veut que notre produit qui a un pH de 4,6 ou plus, ou qu'on ne connaît pas le pH, qu'on veut le vendre à température de la pièce, on doit le stériliser à l'aide d'un autoclave. Puis en plus de le stériliser, vas-y Caroline. Non, voilà, il n'y a pas tout le monde qui détient un autoclave, c'est pour ça que c'est ça. Un autoclave, là, c'est pas obligé d'être une grosse machine, là, c'est vraiment, ça peut être
comme juste le petit chaudron que tu as une pression, puis tout ça, là, les Bernardins et les Presto de ce monde. Fait que si on veut utiliser l'autoclave pour avoir une température qui dépasse le 100 degrés Celsius, on doit respecter les normes Bernardin ou se faire valider notre procédé. Puis, à ce moment-là, on peut conserver notre produit à température de la pièce. Pour revenir à notre pH, il y a le moyen officiel de mesurer son pH qui est un pH mètre, mais ça peut être plus complexe à utiliser. Mais si on veut se valider en tant qu'entrepreneur qui débute dans sa production, un bon papier pH mètre nous permet de nous donner une mesure qualitative de notre pH. Ces papiers pH mètres-là, on peut les retrouver chez Amazon ou chez certains fournisseurs là, de matériel scientifique. Ce n'est pas une mesure officielle, ce papier-là, mais ça nous permet de nous dire est-ce que notre produit il est acide ou non. Fait que ça nous permet d'enligner notre méthode de production. Puis, ça ne coûte pas très cher pour se valider d'une fois à l'autre. OK, excellent. Je pense que c'est une bonne pratique qu'on peut facilement mettre en place de ce que je comprends. Alors, Sophie, on se lance dans l'aventure. On va bâtir l'étiquette pour Madame Lafrenette qui souhaite commercialiser son produit. Donc, Sophie, est-ce que tu veux m'aider à bâtir cette étiquette étape par étape, s'il te plaît? Oui, Donc, allons-y. première chose, le nom usuel. Ah, on a C'est parlé facile. tantôt là, qu'il faut Ben faire oui, attention au choix du nom, parce qu'il y a oui. des noms qui sont légiférés. Là, on ne peut pas les utiliser comme on veut. Donc, dans ce cas ici, c'est bien correct, relish aux courgettes de grand-maman Lafrenette. On met la quantité nette de ce qui est dans le pot, le 500 millilitres. La liste d'ingrédients en ordre décroissant, ils les ont mis aussi. Mais là, on voit qu'il y a quelques éléments en couleur. Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, au niveau de la loi, il y a des petites spécifications au niveau des listes d'ingrédients. Une des spécifications qu'on retrouve ici, c'est le regroupement des sucres. Pour faciliter la lecture des consommateurs, maintenant, on doit regrouper tous les sucres sous une même nomenclature, ce qui est sucre avec un S. Puis en parenthèse, on indique tous les sucres utilisés dans la recette. Puis après ça, au niveau de l'ordre d'importance qu'on doit mettre à quel ordre on doit les mettre dans la liste d'ingrédients, c'est qu'on doit additionner la quantité de tous nos sucres, puis après ça, pouvoir le remettre dans l'ordre d'apparition des ingrédients. OK, excellent. Puis ensuite, on a un allergène ici. Oui, on a la moutarde. On a 10 allergènes là, qui sont au niveau de la loi, qui sont à déclaration obligatoire. Ici, c'est la moutarde, c'est de la graine de moutarde. C'est une épice. On peut la déclarer comme ça ici, ou on aurait pu la déclarer dans épice, en parenthèse, moutarde. Fait que, il y a deux façons de faire dans un cas comme ça, mais c'est important que tous les allergènes soient déclarés dans la liste d'ingrédients. OK. Puis nous, on a choisi ici de mettre un contient moutarde en bas de la liste des Oui, ingrédients. si on décide d'utiliser cette mention contient moutarde, c'est important que si on a d'autres allergènes, qu'on les mette aussi. Soit qu'on met cette mention-là contient en déclarant tous les allergènes ou on ne la met pas du tout, mais il faut que le consommateur qui est allergique soit capable de savoir facilement qu'il y a tel allergène dans le produit. OK. Merci. Puis on a parlé des épices, comme toutes les épices peuvent être regroupées dans le mot épice. Oui, OK. effectivement. Excellent. Puis on met ici le nom et l'adresse de la société, incluant le code postal. Oui, c'est bien ça. OK. Continuons à bâtir l'étiquette pour Madame Lafrenette. Prochaine chose, tableau des valeurs nutritives. Sophie, dans ce cas-ci, est-ce qu'ils ont besoin d'un tableau de contenu qui vendent uniquement à la ferme et au marché? Non, vu que c'est seulement à la ferme et au marché, s'ils décident de le vendre dans d'autres points de vente à ce moment-là, le tableau nutritionnel doit être ajouté à l'étiquette.
Excellent. Puis, est-ce qu'ils ont besoin d'une date limite de conservation ou date d'emballage? Dans ce cas-là, dans ce cas-là, vu que la durée de vie est plus grande que 90 jours, le meilleur avant n'est pas obligatoire. Puis, il n'y a pas besoin de mettre de date d'emballage. Un numéro de lot est suffisant. OK. Donc ici, on va mettre notre numéro de lot d'abord. Ensuite, dernière chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est les conditions d'entreposage. Dans ce cas ici, on a mis réfrigéré après ouverture. On n'a pas besoin de mettre une condition d'entreposage. Puis voilà, Sophie, tu peux nous expliquer pourquoi ce produit-là peut se conserver à la température de la pièce lorsque vendu. Comme on a vu tantôt dans le schéma, vu que le pH est en bas de 4,6, on mentionnait qu'on avait un pH de 4. Bien, un traitement thermique de pasteurisation, donc un traitement que tout le monde connaît là, à l'eau bouillante pour les pots maçons, est suffisante pour que le produit se conserve à la température de la pièce. OK. Bon, mais merci, Sophie. Alors, voilà notre étiquette finale. Je crois que Madame Lafrenette est prête pour commercialiser son produit. On va voir ici certaines ressources pour aider les entreprises à réaliser leurs étiquettes. Sophie, est-ce que tu veux faire un bref tour de ces ressources-là? Oui, bien, premièrement, il y a les exigences provinciales. C'est la loi et le règlement sur les aliments, dont l'article 3.3.3 qui précise vraiment les exigences obligatoires selon le provincial. On a un outil qui est super important. C'est l'outil d'étiquetage pour l'industrie qui est mis sur le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est la Bible au niveau de l'étiquetage. C'est super bien fait. Les explications sont très claires. Puis, c'est vraiment l'incontournable au niveau de l'étiquetage alimentaire là, au Canada. On a aussi un répertoire d'experts en innovation alimentaire. Il y a plusieurs consultants, dont des consultants qui se spécialisent au niveau de l'étiquetage, des valeurs nutritives, les laboratoires qui peuvent analyser le produit. C'est un répertoire d'experts qui est très intéressant. On a aussi, le MAPAC a publié aussi le guide des semi-conserves. Ça peut permettre au transformateur de savoir dans quelle situation son produit, il veut faire des pots maçons, il veut savoir dans quelle situation il doit stériliser, pasteuriser. Ce guide-là, c'est un premier guide qui peut orienter l'exploitant. D'autres guides sont prévus pour être diffusés, là, mais pour l'instant, il y a seulement celui-là là, qui est disponible pour les transformateurs. Vous avez toujours la boîte étiquetage du MAPAX. Dans cette boîte-là, vous pouvez envoyer vos courriels qui ont rapport à l'étiquetage. Et puis, on essaye de vous répondre là, le plus rapidement possible, là, puis d'orienter, là, si on n'a pas la réponse, de vous orienter là, vers une meilleure ressource. Là. Puis, je fais le petit rappel à tout le monde que vous avez également tout un réseau de conseillers en transformation alimentaire dans les différentes régions du Québec. Donc, contactez votre bureau régional du MAPAC afin de discuter avec l'un des conseillers en transformation alimentaire. Si jamais vous avez des questions, on peut vous rappeler ces ressources-là, puis voilà, vous guider vers les informations appropriées selon votre cas. Alors, on est rendu à la fin du capsule étiquetage. Vous pouvez clavarder avec nous si vous avez des questions pour les prochaines minutes. Je vous invite à poursuivre avec nous la prochaine capsule où on verra les aspects importants pour la commercialisation des produits, entre autres pour le relish aux courgettes de grand-maman Lafrenette. Donc, un grand merci, Sophie, d'avoir réalisé ce capsule avec moi. Puis merci tout le monde d'avoir assisté aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée.